Je ne me prends pas pour un grand garçon, je ne me prends pas un type qui tous les matins se lève dans la peau d'un imbécile et a sa journée entière à remplir pour essayer d'en sortir. La famille directe, père et mère, a certainement une influence décisive sur beaucoup de gens. Sur moi, elle a eu l'importance d'être un milieu parfaitement harmonieux, simple, digne et pas bourgeois du tout. Pratiquant du côté de ma mère les arts de la musique, sérieusement, professionnellement. Du côté de mon père, un métier qui était destiné à périr, c'était dans la ville, dans la métropole de l'horlogerie, de la montre, à la Chaux-de-Fonds où je suis né. C'était le métier de fabricant de cadrans d'émail blanc, n'est-ce pas? Métier qui est certainement l'un des plus difficiles artisanats existants. Et mon père l'a pratiqué avec toutes les difficultés que ça comportait, auxquelles j'assistais directement ou indirectement, mais que je pressentais. Je n'ai jamais eu aucune envie de suivre cette vocation. Et mon père n'a jamais eu l'envie de me la proposer. Je faisais allusion à mon frère qui était destiné à la musique, il avait l'audition absolue, etc., etc. On en a fait un violoniste qui a commencé à 8 ans, n'est-ce pas, qui a donné un concert à 11 ans déjà. Et toute l'activité de la famille s'est concentrée sur lui. Pendant ce temps-là, j'étais maître dans la rue, au quartier, avec les copains, et j'ai fait mon petit chemin seul. J'ai quitté l'école à 13 ans. Je disais que j'aimerais dessiner. J'avais la manie, la marotte du dessin. Alors on m'a fourré dans une école appelée d'art, école d'art. Seulement le premier jour, je suis rentré à la maison en disant vous savez pas ce qui m'arrive, ils me font graveur de boîte de montre. Alors mon père m'a dit écoute, c'est toujours un métier. Il vaut mieux ça que rien du tout. Et alors, j'ai trouvé ça un peu saumâtre parce que ça ne me plaisait pas du tout de graver des fondements pour le sud de l'Amérique, n'est-ce pas, pour l'exportation. J'avais été l'objet de l'attention d'un maître qui était épatant, qui s'appelait Les Platinier. Il m'aimait beaucoup. Et il m'a dit, tu feras autre chose, on va voir, on va voir. Puis un jour, il m'a déclaré, tu seras architecte. Alors c'était la tuile. J'ai dit, jamais de la vie, je déteste ça, je déteste ce métier-là. J'avais comme preuve à l'appui les maisons qu'on faisait chez nous. C'était pas très drôle, c'était pas épatant, ça ne me disait rien du tout. J'avais dans mon école d'art un membre de la commission qui devait se faire une villa. Je suis allé, je lui ai dit, je vous fais votre villa. Et il m'a dit, mais enfin, tu n'es pas architecte. J'ai dit, non, mais si, mais je peux le chercher. Pourquoi pas? On fait une maison, ça se fait comme autre chose. Et je lui ai fait des plans, il a été épaté. Et je l'ai eu, si je peux m'exprimer ainsi. Il m'a donné la commande de sa maison. J'avais 18 ans quand j'ai eu la commande. J'ai fait de 18 à 19 ans. Ça m'a déjà valu les premières escarmouches sévères de l'opinion. Et ça a continué sans arrêt. Mais ça m'a permis de tenir des pierres dans mes mains, des briques, et quand ayant une brique dans une main, de me dire si j'en mets 1000 au même endroit l'une sur l'autre, c'est sacrément lourd, n'est-ce pas? Et je me suis occupé de la question des matériaux, de la valeur spécifique des matériaux, et j'ai senti que bâtir, c'est employer des matériaux, c'est se soumettre aux lois de la résistance, c'est inventer des moyens de vaincre la résistance des matériaux.
Et ainsi de suite, je suis devenu architecte dans le sens le plus licite vis-à-vis du bon Dieu, mais non pas vis-à-vis des écoles peut-être. Après ça, je suis parti avec quelques sous dans ma poche. Ce que j'avais gagné à faire ma maison, c'était 1500 francs. Et puis je suis parti vers l'Italie. Pourquoi vers l'Italie? Pour voir des choses désintéressées, n'est-ce pas? Pourquoi pas dans une école comme mon père me conseillait d'aller? Je disais dans quelle école? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que je vais apprendre. Je vais d'abord voir ce que j'ai à apprendre. Je me suis acheté la petite caméra Kodak que Kodak vendait 6 francs pour pouvoir vendre de la pellicule à tous les idiots qui employaient ça. J'étais du nombre. Et je me suis aperçu qu'en confiant mes émotions à un objectif, j'oubliais de les faire passer par moi, ce qui était grave. Alors j'ai laissé tomber la caméra Kodak et j'ai pris mon crayon, mon carnet de poche. Et depuis, j'ai toujours dessiné n'importe où, n'importe quand, y compris le métro, n'importe où. Je dessine tout le temps pour noter, pour voir. Quand je vois, je note, j'inscris. Parce que quand c'est passé de ma main dans ma tête, c'est inscrit, ça y est. Tandis que si c'est passé de mon doigt qui pousse un petit bouton de caméra et que ça s'inscrit sur une pellicule, je ne suis pas entré dans le jeu. Mon maître avait eu un enseignement épatant. Il disait que tout s'arrêtait avant la Renaissance, au Moyen-Âge y compris, et c'était un langage de force qui est valable encore aujourd'hui et qui, du point de vue didactique, n'est pas sot. Je suis arrivé, par exemple, devant les marbres immaculés de la cathédrale de Pise, comme disait Taine dans son bouquin que je lisais dans le train pour arriver à Pise. Et quand j'arrivais à Pise, je trouvais du marbre qui était brun comme des noisettes bien mûres, n'est-ce pas? Alors je me disais, il y a une différence entre les événements littéraires, les appréciations littéraires et les faits réels, et ainsi de suite. Ça a été tout le temps la même histoire, n'est-ce pas? Je suis débarqué à Paris en 1908, j'avais plus un sou, à peu près. Et alors, je me trouvais perdu, j'entendais bien des bruits de fourchettes derrière les portes, mais moi, je ne savais pas que faire, je ne savais pas où aller, je connaissais personne dans Paris. Pas de référence, rien. Alors, un jour, par hasard, je vois le bottin d'artiste, je l'ouvre et je vois un nom, Eugène Grasset, qui avait fait une réforme d'art décoratif assez importante qui nous avait impressionnés dans mon école d'art. Alors là, je feuillette, je trouve son adresse, je dis, je vais le voir, je lui dis, j'arrive, je prends mon cartable contenant mes dessins d'Italie. Il me refoule en me disant, j'ai pas le temps. Je mets le pied entre la porte et je dis, je veux vous voir tout de même. Je pousse la porte, j'entre dedans, et j'ouvre mon cartable, il s'arrête pile, il dit, ah bah, allez, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Il regarde ça avec un très vif intérêt. Il me dit, c'est bien. Et il commence à m'expliquer un tas de choses. Et la fin de sa conversation était celle-ci. Il m'a dit, je veux vous dire quelque chose, je vais vous faire un compliment. Vous savez écouter, c'est beaucoup dans la vie. Il m'a dit, il y a des gens qui s'appellent les frères Perret, qui mettent du béton dans des caisses en bois avec du fer, et puis ça tient, c'était pas tant, paraît-il. Alors je suis allé voir Auguste Perret, qui, avec le coup du cartable et des dessins d'Italie, il m'a engagé du coup, et il disait avec une voix de clairon, moi je fais du béton armé. C'est une proclamation telle qu'il lui valait la haine des architectes, ses confrères, et d'être accusé de n'être pas architecte, n'avoir pas le droit de prétendre à ce titre. J'ai voyagé encore, je suis allé voir Peter Behrens à Berlin. C'était un homme qui était le père de l'Allemagne. Puis après, je suis parti, sac au dos, à travers les Balkans, la Bohème, les Balkans, et la Grèce, etc. Tout ça sous prétexte d'aller voir des Grécos qui se trouvaient à la cour de Carmen Silva de Roumanie, n'est-ce pas? J'ai eu cette chance, c'est de n'avoir jamais été dans une école
Et d'être parti à 20 ans, 21 ans, 22 ans, à travers les Balkans, et l'Asie mineure, et la Grèce, et la Turquie, avec un sac sur le dos pendant 7 mois, et d'avoir vu à pied, par toutes sortes de véhiculages possibles, l'architecture, c'est-à-dire ce qui s'étendait sous mes yeux. Parfois, il y avait un temple, mais pendant des journées entières, il y avait des maisons, des fermes, des murs de clôture, des puits, des choses de toutes sortes en bois, des baraques, ou des assemblages de pierres modestes, ou des plâtres. Et l'architecture était toujours là-dedans, quand il y était, bien entendu. C'est que la palissade me permet de dire que les architectures folkloriques qui ont mis des siècles à s'établir sont en général des porteurs d'architecture. J'ai dû revenir dans mon pays natal où j'apportais avec une chaleur immense tout ce que j'ai pu acquérir pour le mettre à disposition. Je me suis aperçu que quand un homme entre dans une assemblée qui est constituée, il dérange quelqu'un ou il prétend déranger quelqu'un. Alors ça n'a pas été très épatant.